Allez, aujourd'hui on commence le premier vrai cours de mécanique. Il s'agit du cours de cinématique. La cinématique, c'est la science descriptive de l'étude des mouvements. Ça veut dire que on va essayer de regarder un mouvement et de se poser la question comment est-ce qu'on peut décrire ce mouvement de manière mathématique pour pouvoir plus tard reconnaître des mouvements particuliers et dans les équations différentielles pouvoir analyser les équations qu'on obtient et les traduire en termes de mouvement. Alors on va commencer avec la notion d'espace-temps et un tout petit peu d'histoire. Ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez sauter, mais sinon un petit peu de culture générale sur la question. Donc on va s'intéresser à ce qu'on raconte là-dessus, étant donné que l'espace-temps c'est quand même quelque chose dans lequel tout le monde vit, on se déplace dans l'espace, on se déplace dans le temps, et cet espace-temps va être absolument primordial pour pouvoir décrire correctement les lois de la mécanique. Donc première petite histoire. L'histoire de Zénon d'Élée qui s'est amusé à faire pas mal de petits paradoxes. Donc notamment un paradoxe connu sur une histoire de flèche qui vole vers sa cible mais finalement ne l'atteindra jamais, et aussi sur le problème d'Achille et la tortue. Alors Zénon a dit, voilà, on prend une tortue, une petite tortue que l'on place à un endroit. Vous avez votre petite tortue qui est ici et on place ça à un endroit qui correspond à l'origine de votre système de coordonnées. La tortue, alors on va prendre une tortue de compétition qui avance à une vitesse de la tortue qui vaut 1 mètre par seconde. Donc elle avance quand même relativement rapidement pour une tortue. Ça fait du 3,6 km/h. Et puis, vous prenez Achille, le demi-dieu de la Grèce antique, qui est placé à une distance de 10 mètres derrière la tortue, et qui lui avance à la vitesse fantastique de 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, c'est quand même 36 km/h, donc ça veut dire que Achille est capable de courir le 100 mètres en 10 secondes, ce qui est déjà pas mal. Sur ces 10 mètres par seconde, la question que se pose Zénon, c'est est-ce qu'Achille réussira un jour à rattraper la tortue? Il peut sembler évident que si on est en train de se déplacer plus vite que la tortue, il y a un moment où on va dépasser la tortue. Pourtant, le raisonnement est le suivant. Achille va courir pendant 1 seconde pour atteindre la position de la tortue. Donc il lui faut 1 seconde. Mais pendant ce temps, la tortue, elle aussi, a avancé pendant 1 seconde, c'est-à-dire qu'elle a avancé de 1 mètre pendant 1 seconde. Donc Achille n'a pas atteint la tortue au bout d'1 seconde. Il dit, c'est pas grave, il suffit maintenant que je fasse 1 mètre. Et ce 1 mètre, il le fait en 1/10 de seconde. Tout va bien. Mais pendant ce 10e de seconde, la tortue va elle-même avancer d'1/10 de mètre. Donc on va se retrouver un petit peu plus loin, à 1,1 mètre. Achille n'est toujours pas arrivé à ses fins, donc il doit parcourir ce 10e de mètre supplémentaire. Il lui faut 1/100 de seconde pour y arriver. Mais pendant ce temps, la tortue a elle-même avancé un petit peu, et elle continue comme ça à se déplacer. Zénon en déduit, en passant à l'infini, qu'à chaque fois qu'Achille a atteint la dernière position connue de la tortue aura avancé un petit peu, donc Achille n'atteindra jamais la tortue. Question, qu'est-ce qui est faux dans ce raisonnement-là? Ça manipule les infinis, c'est forcément quelque chose qui pose souci pour les Grecs, mais vous, maintenant, vous êtes capable de faire ce calcul. Calculez-moi le temps qu'il faut à Achille pour réussir à atteindre la tortue. Alors je vous aide un tout petit peu. Le temps nécessaire à Achille pour atteindre la tortue, donc on va l'appeler T0. Ce temps T0, eh bien, il vaut d'abord 1 seconde, plus 1/10 de seconde, plus 1/100 de seconde. Vous vous doutez bien qu'après, il va y avoir 1 millième, plus, etc. Je peux réécrire ça sous la forme, c'est la somme de i égale 0 jusqu'à l'infini des 10 puissance moins i. 10 puissance moins 0, ça fait 1, 10 puissance moins 1, ça fait 0,1, 10 puissance moins 2, ça fait 1/100, etc. Calculez-moi le résultat de cette somme.
C'est bon, vous y êtes? Alors, pour avoir le résultat de cette somme, c'est une somme en fait d'une suite géométrique. Donc, on va pouvoir dire que c'est la limite, quand grand N tend vers l'infini, de la somme de i égale 0 à grand N des 10 puissance moins i. Et donc, ça va être la limite, quand n tend vers l'infini, du résultat de cette somme des termes d'une suite géométrique que vous savez calculer. Ça me donne 1 sur 10 puissance n plus 1 divisé par 1 moins la raison de la suite, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Et c'est 10 puissance moins n plus 1, c'est en fait 10 puissance moins 1 à la puissance n plus 1. Et ça, la limite de ce terme-là, c'est 0, et donc ça va tendre vers 1 sur 1 moins 0,1. Et donc 1 moins 0,1, ça me reste donc 1 moins 1 dixième, il me reste 9 dixièmes, donc ça me fait 10 neuvièmes de seconde. Et effectivement, 10 neuvièmes de seconde, c'est, comme on s'en doute, 1, etc., une infinité de 1. Donc en fait, Achille atteint la tortue en un temps fini. C'est pas parce qu'il y a une infinité d'étapes dans cette somme, ici, qu'il mettra une infinité de temps à atteindre la tortue. Et c'est là où Zénon est mis en défaut. Bon, ceci dit, vous auriez pu trouver cette valeur, en CM1. En CM1, vous êtes capable de poser le problème. Alors, il n'est pas question de faire une somme des termes d'une suite géométrique, puisque là, on a utilisé quand même de la haute mathématique pour faire ce calcul, mais vous êtes capable de me trouver cette solution. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est bon? Comment est-ce qu'on fait? Il suffit de dire que la distance parcourue par Achille au cours du temps, c'est simplement la vitesse de Achille multipliée par le temps. La distance parcourue par la tortue au cours du temps, de la même manière, elle avance à vitesse constante, donc c'est la vitesse de la tortue que multiplie le temps qui s'est écoulé. Qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche le temps t0 de la rencontre, qui est du coup tel que la distance parcourue par Achille à cet instant t0, c'est égal à la distance parcourue par la tortue à cet instant t0, plus les fameux 10 mètres. Allez, on va mélanger du littéral et du numérique, une fois n'est pas coutume, et on va voir ce que ça donne. Ici, vous avez que c'est la vitesse d'Achille fois t0, qui est égale à la vitesse de la tortue fois t0 plus la distance initiale, c'est-à-dire les 10 mètres. On va mettre du même côté, c'est la vitesse d'Achille moins la vitesse de la tortue, facteur de t0 qui est égal à 10. Et donc t0, c'est la distance initiale divisée par la différence de vitesse que vous avez entre les deux. Et ça me donne bien 10 mètres divisé par 9 mètres par seconde, c'est-à-dire le 1,111, etc. secondes. Donc on a un temps fini, et vous voyez que là il n'est pas du tout question de prendre des sommes compliquées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modélisé mon problème en termes cinématiques, j'ai introduit la distance parcourue au cours du temps, et j'ai simplement dit la distance totale qui aura été parcourue par Achille, c'est celle de la tortue, plus le retard qu'il avait au départ. Bon, donc ça c'est tout ça pour dire que ce concept d'espace, de temps, d'infini aussi, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réfléchir et finalement qui n'est pas si simple à caractériser dans un premier temps. Alors pour avoir d'autres termes, d'autres petites définitions historiques, on va voir ce qu'ont dit les grands penseurs au cours du temps. Donc on a Aristote en premier qui a dit pas mal de bêtises, mais qui a imposé sa vision de la physique à l'essentiel du monde jusqu'à l'avènement de Galilée. Donc Aristote nous dit que le temps, c'est un nombre de mouvements, donc correspond à un nombre de mouvements. Là, de ce côté-là, je dois dire qu'il n'a pas tout à fait tort, puisque Einstein reprendra une démonstration, une définition qui est relativement similaire. Et ce nombre de mouvements, c'est en fait un mouvement planétaire, un mouvement horloger. La première définition du temps, c'est première
unité de temps, c'est le jour, c'est le mouvement du soleil, le mouvement apparent du soleil autour de la Terre, le mouvement de la Terre sur elle-même, qui va déterminer en fait cette première unité. Après, on a découpé le jour en des fractions. Les anciens Égyptiens découpaient le jour en 12 heures, la nuit en 12 heures, quelle que soit la saison. Ça veut dire que au lever du soleil, on commençait la première heure, au coucher du soleil, on finissait la 12e. Donc en fait, ils avaient des heures variables selon la saison, mais ils découpaient leur système comme ça. Après, on est arrivé au concept d'une heure. On a gardé les 24 heures, mais du coup, le jour, la partie ensoleillée du jour était plus ou moins courte selon qu'on était en hiver ou en été. Mais cette notion que le temps se mesure par des mouvements répétés de quelque chose d'autre est relativement naturel. Vous voyez que l'espace-temps apparaît déjà puisque on définit le temps par rapport à un mouvement dans l'espace. Vous avez Marc Aurèle, empereur et philosophe romain, qui a dit que le temps, c'est comme un fleuve qui emporte toute chose, c'est comme un torrent irrésistible, à peine a-t-on pu y apercevoir une chose qu'elle disparaît, entraînée dans le tourbillon, le flot en apporte une nouvelle qui à son tour sera bientôt emportée. Donc en d'autres termes, le temps, c'est un long fleuve, pas très tranquille, et le fait est que quand vous vous baladez, le fleuve passe autour de vous, le temps s'écoule, malgré le fait que vous soyez là et vous ne pouvez en fait rien y faire, à vous seul, vous ne pouvez pas arrêter le fleuve, vous ne pourrez pas arrêter le temps. C'est une comparaison qui était assez jolie et qui permet de faire passer pas mal de choses. Vous avez Bergson, philosophe du début du XXe siècle, qui a dit lui aussi pas mal de bêtises sur le temps. On n'apprécie pas beaucoup Bergson parce qu'en fait il essayait d'en avoir une vision non scientifique, et puis il était très déçu de sa rencontre avec Einstein quand ils ont essayé de discuter ça, puisqu'on verra tout de suite la définition d'Einstein par la suite. Mais donc pour Bergson, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Donc ce qui passe quand rien ne se passe. Ça introduit une certaine notion de relativité du temps. Vous savez bien que le temps semble s'écouler beaucoup plus vite quand vous êtes en train de prendre du bon temps, de vous amuser, que quand vous êtes en train d'écouter un cours barbant et que du coup les minutes s'écoulent mais très 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 lentement. Et puis vous avez Einstein qui, il était finalement très pragmatique, et pour lui, le temps, c'est ce qui se mesure avec une horloge. L'espace, c'est ce qui se mesure avec une règle. Bon, on peut se dire, c'est un petit peu bébête comme définition, mais enfin quand même, à partir de ces deux définitions, le bonhomme, il a réussi à vous construire la relativité restreinte et ensuite la relativité générale. Donc quand même, respect pour Einstein. Malgré un énoncé qui semble être d'une platitude absolue, en s'appuyant là-dessus, il réussit à définir deux des plus grandes théories de l'esprit humain qui ont été définies de manière théorique avant que des constatations expérimentales ne puissent effectivement les confirmer. Voilà, donc ça, c'est simplement pour vous dire, puis vous voyez que la définition d'Einstein du temps se rapproche finalement assez de celle qu'Aristote avait pu avoir en son temps. Voilà, donc ça c'est les réflexions qui ont été menées. Vous voyez que il y en a eu pas mal et que en fait on n'est toujours pas arrivé à un consensus. Et pour nous, on va quand même parler d'espace-temps rapidement pour se mettre dedans, se placer dans un cadre, et on va supposer un certain nombre de propriétés, donc les propriétés de l'espace-temps classique, alors classique par opposition à relativiste. Donc les propriétés de l'espace-temps classique, on va avoir celles qui concernent le temps et celles qui concernent l'espace. Donc le temps va être considéré comme absolu.
et uniforme. On va essayer de décrire ce que veulent dire ces deux mots. Alors s'il est absolu, ça veut dire qu'il est identique pour tous les observateurs. Et uniforme, c'est qu'il s'écoule toujours à la même vitesse. Et en cela, ça va totalement à l'encontre de l'aspect psychologique de l'écoulement du temps, qui est justement variable selon qu'on passe du bon temps ou pas. Donc s'écoule à la même vitesse. C'est un peu bizarre de ne pas se parler de vitesse d'écoulement du temps, puisque c'est le temps qui permet de définir la vitesse. Mais l'idée est quand même là, il n'y a pas des moments où tout d'un coup ça va plus vite et puis tout d'un coup on ralentit. Donc c'est cet aspect-là. Alors ça, ces deux hypothèses sont mises en défaut justement dans la théorie de la relativité. C'est à partir du moment où Einstein a dit que voilà, le temps ça se mesure avec une horloge, mais a cessé de supposer son caractère absolu, qu'il a pu prouver que si vous avez deux observateurs qui sont dans deux référentiels différents, vous allez avoir un écoulement du temps qui ne va pas être le même dans les deux référentiels, par exemple. Pour l'espace, on aura aussi deux hypothèses particulières. On le prendra homogène et isotrope. Donc homogène, ça veut dire que en tout point, il aura les mêmes propriétés. Même propriété en tout point. Il n'y a pas un endroit de l'univers où l'espace se comporte différemment que dans le reste de l'univers. Et isotrope, ça veut dire qu'il n'y aura pas de direction privilégiée. On a déjà parlé de ce caractère isotrope quand on parlait des milieux transparents homogènes isotropes, justement homogène isotrope, et je vous avais donné comme exemple d'un milieu non isotrope, c'est par exemple un fleuve, où le déplacement dans un fleuve sera très différent selon que vous allez dans l'axe du fleuve ou à la perpendiculaire. Là c'est pareil, il n'y a pas une direction de l'espace où il sera plus facile d'aller rapidement qu'une autre direction. Quand on prend l'espace nu sans rien dessus. Après, si vous mettez une autoroute au milieu, puis des départementales à la perpendiculaire, ce sera plus facile d'aller dans la direction d'autoroute que dans la direction des départementales. Mais si vous prenez le terrain nu, ce sera aussi facile d'aller dans toutes les directions.